Bonjour à tous et à toutes éventuellement. Du coup, on se retrouve sur cette petite vidéo pour que je vous fasse part de mes prochaines anticipations entre guillemets sur le CAC 40, mes possibles scénarios, ce que j'en pense, etc. Euh, on va regarder un petit peu déjà dans le passé, vu que récemment je vous ai montré les positions que j'avais initiées. Sur le scénario que je vous avais proposé dans le canal qui est sous vos yeux actuellement, on a fait tous les take profits qui avait été proposé en extraction de la zone sur laquelle je déconseillais d'intervenir, en tout cas sur laquelle moi je n'intervenais pas. Donc on a fait 132 points sur le futur, ce qui est quand même assez sympa. On a eu une montée certes un petit peu en crabe, mais en flèche quand même. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça, on va revenir sur ce qui m'avait fait initier ces positions, ces scénarios, moi mes entrées perso, vu que je prends des trades personnellement que je ne mets pas nécessairement dans le canal ou qui ne correspondent pas forcément à un plan qui est dans le canal. Ok. Donc on va revenir un petit peu sur le CAC pour vous expliquer mes prises de position, comment je vous ai également donné des scénarios acheteurs, etc. Vu qu'il y en a eu plusieurs où à chaque fois on a fait nos take profit. Il n'y a pas une seule fois où on s'est fait avoir, puisque à chaque TP1, en fait, je vous l'ai déjà dit, on met son BE, donc son stop au niveau de l'entrée, voire légèrement au-dessus pour couvrir le spread par exemple. Et chaque fois les TP1 étaient faits et même légèrement dépassés, ce qui laissait un petit peu de marge. Bon. En général, on allait, on était assez directionnel sur les plans et on faisait tous les take profits. Bon, je pense que les membres qui ont suivi, etc., s'en souviennent. Donc là, je vous ai mis la capture d'écran via le téléphone pour que vous puissiez bien voir où je suis rentré. Vous voyez que je viens d'ouvrir là, il y a quelques instants, une position vendeuse. Même si j'ai pas encore le réel signal, c'est la zone sur laquelle je vais vendre, voire jouer un petit arrêt ou un petit rebond. Mais on essaye quand même de vendre en essayant d'avoir une bonne entrée. Vous voyez mes différents niveaux d'entrée à l'achat. Donc sur là le double voire triple appui ici, mais sur les anciens graphiques c'est plutôt du double appui, hein, du double bottom si vous préférez, et mes achats ici, etc. Alors, dès on va dire fin mars, début avril, je commençais à reconsidérer un scénario acheteur, même si je cherchais encore quand même pas mal des ventes, notamment sur le DAX, sur les indices américains, j'étais encore très orienté vendeur. Je le suis aujourd'hui, mais on va dire que j'ai pas mal de plans qui ont été invalidés. Bon, je me suis retrouvé, j'ai pris des stop loss, hein, très clairement. J'en ai parlé avec certains des positions que j'avais ouvertes. Bon, bah, le stop a été tapé. Les indices se sont pas exactement comportés comme je m'y attendais. Cet engouement acheteur qu'on a eu assez récemment, même si on est monté un petit peu en crabe, mais ça m'a surpris, je n'avais pas prévu une telle puissance entre guillemets, une telle explosivité de la part des intervenants. Donc là, avant d'attaquer vraiment mes anticipations, ce que je prévois, etc., on va déjà regarder un petit peu dans quelle mentalité j'étais début avril, on va dire fin mars, début avril, mi-mars, mi-avril, pardon, fin avril, etc. Donc vous le savez, je l'ai pas mal dit dans le canal, je l'ai pas mal dit dans les groupes, ou peut-être même déjà dans certaines vidéos. C'est qu'on va pas trader de la même manière, de la même façon du début à la fin de l'année. Sans parler de l'actif, de l'instrument financier en soi sur lequel on va trader, sans parler de la direction dans laquelle on va travailler, mais tout simplement en fonction des différents scénarios, des différents setups, des différentes stratégies adoptées, à mettre en place par rapport justement à l'état du marché, à la psychologie du marché, etc. Simplement, là, si vous voulez résumer un petit peu ça, tout simplement, c'est la méthode d'intervention qu'on va adopter et également le money management qu'on va devoir adopter selon différentes configurations, différents scénarios. Donc, il faut savoir qu'un marché, il va avoir deux états primaires. Il y a le premier état qu'on va appeler un état de marché normalisé, ou tout simplement, enfin, normalisé dans le sens où il va être normalisé à la hausse. Simplement, il va se définir un marché normalisé à la hausse. On va avoir une volatilité assez faible, mais constante quand même, mais assez faible. On n'aura pas d'un coup des gros pics, etc. On va avoir des écarts de points qui vont être assez réduits sur l'intraday, voire même sur daily. Hein. Mais sur l'intraday, on aura des écarts quand même assez faibles. Et on va avoir également des extrêmes, pardon, qui par exemple sur le CAC vont avoir tendance à être compris entre 30 et 35 points sur le CAC par exemple en intraday.
Ça, c'est pour le marché normalisé haussier. Après, il y a ce qu'on va appeler un marché volatile. Bon, après, les indices, c'est encore un petit peu différent. C'est un secteur, c'est un regroupement de secteurs même, d'accord. Faut pas oublier que c'est qu'une vitrine, entre guillemets. Et ce marché volatile, c'est plutôt justement quand le marché est baissier, qu'on traverse une phase de turbulence, une phase d'incertitude, et qu'on cherche encore une direction, qu'il n'y a pas réellement de mouvement directionnel, de direction claire qui est établie ou qui se profile. Et donc à la mi-avril, pour moi la problématique c'était déjà d'arriver à savoir si effectivement on allait être dans un marché normalisé ou volatile, arriver à l'anticiper, à le comprendre, pour pouvoir mettre en place des stratégies sur ce type de configuration. Donc c'était assez complexe, fondamentalement aussi c'était assez complexe. On avait déjà des petites orientations, notamment là sur le CAC, début avril, fin mars, on avait déjà ce double appui qui s'était formé. Donc c'est sûr, on n'avait pas encore le double bottom parce que moi, ma neckline, c'était cette zone-là à cette époque-là. Donc fallait déjà break cette zone pour confirmer, à mon sens, le double appui. J'avais hésité à la mettre là, ma neckline, mais voyant que juste ici, on avait un niveau de prix, une zone de prix qui avait été pas mal travaillée et qui allait certainement poser problème, je trouvais ça plus pertinent de mettre ma zone de neckline ici que plus bas. Bon, au final, ça n'a pas posé énormément de problèmes au CAC, mais je préfère dans l'anticipation être entre guillemets assez prudent, quitte à après en intraday, etc., tenter des choses un petit peu plus olé olé. Ok. Et donc moi à cette époque déjà, en voyant comment on réagissait sur la zone, sur les différents indices, etc., j'anticipais déjà légèrement parce que j'étais encore très très favorable à la vente et d'ailleurs j'espérais cela. Bon, ce sera peut-être pour plus tard du coup. Mais voilà, j'anticipais déjà un marché normalisé aussi. Certes, légèrement, c'était pas ma plus grande conviction ni mon scénario préféré. Mais bon, pour ceux qui ont suivi mes plans, etc., et qui sont avec nous depuis un petit moment, vous savez que je prévois toujours différents scénarios. Ok. Et donc pour moi, à la mi-avril, je pensais qu'on allait un petit peu partir déjà sur une phase de marché haussier qui pourrait aller chercher à terme. Hein. Je pensais pas que ça se ferait aussi vite. J'aurais pensé qu'on aurait un peu plus galéré. Mais ouais, allez, pourquoi pas sur les 5380 points, 5450, 55 points et éventuellement les plus hauts. Assez lentement, avec un petit peu de mal. Je pensais qu'on retracerait beaucoup plus que ce qui s'est effectivement passé. Je m'attendais à une montée beaucoup plus dure, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus hasardeuse. Ça n'a pas été le cas sur le CAC, même s'il y avait quand même des choses sympas à faire en intraday, mais bon. Et je m'attendais aussi à des nouveaux plus hauts qui seraient pas nécessairement des extrêmes par rapport à la veille, d'accord. Je pense à 15, 20, 25 points plus haut que la clôture de la veille, si effectivement on avait ce scénario aussi qui se validait. Et effectivement, au moment où je commençais à faire ce plan, donc on devait être autour du 12 ou 13 avril, il me semble. On avait pour moi un petit peu les prémices de ce marché normalisé haussier, de cette hausse sur les 4-5 dernières séances en fait. Et voilà, mon niveau, après si j'avais dû choisir un seul niveau, c'était clairement aller jouer cette hausse au-dessus des 5325 points, qui pour moi restait un niveau clé, qui aurait pu mettre le marché en échec. Beaucoup de mèches, beaucoup de travail du prix, etc. autour de cette zone. Donc c'était vraiment un niveau, hein, on pourrait même dire un palier assez important et qui aurait pu mettre en échec le CAC. Encore un autre élément qui venait un petit peu conforter cette hypothèse, donc c'est pas visible sur cette capture d'écran parce que je travaillais certainement qu'en en pur chartisme, mais j'avais viré du coup même les moyennes mobiles. Mais on avait un CAC qui semblait prêt justement à casser la moyenne mobile de 100 jours, donc en simple un peu en expo. C'était de mémoire autour des 5285 points. Alors, j'attendais toujours les 5325 points, d'accord. C'était vraiment mon niveau, entre guillemets, de confirmation. Mais c'est vrai que c'était un premier élément pour un petit peu se mettre sur cette piste-là, se mettre sur cette voie-là. Bon, puis j'avais encore
pas mal d'autres éléments, hein, notamment mon système de palier. Donc on va pas en parler ici parce que bon, je vais quand même garder des choses dans la méthode GLT. Je vais pas vous donner toutes les infos ici. Je garderai ça pour la formation. Donc j'ai un système de palier sur les indices qui est propre à chaque indice, etc., etc. Ok. Voilà, on va commencer à rentrer un petit peu dans des choses un peu plus sérieuses. Donc on va commencer à aborder un petit peu une stratégie complète, complexe, mais tout en restant assez relatif dans la complexité. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder ça simplement d'un point de vue d'une approche plus technique et légèrement fondamentale dans cette vidéo, pour pas trop vous embrouiller, etc. On va passer sur tout ce qui était taux, sur tout ce qui était dividende, etc., etc. Et enfin, un autre outil qui venait un petit peu conforter, conforter cette stratégie, cette anticipation, etc. C'est pas un outil technique, d'accord, c'est un outil mathématique et statistique. Il revient tout simplement au début de la vidéo. Donc, un marché normalisé aussi, c'est un marché où on va avoir des écarts assez faibles. On va avoir des écarts, vraiment un écart de points qui va être light, qui va être réduit. Et là, justement, on était dans une configuration où la proportion, le nombre d'écarts, justement, qui était inférieur à 40 points, augmentait de plus en plus, d'accord. Et justement, à la mi-avril, on constatait que cette proportion-là, sur ses plus bas, elle allait être entre 69 et 71%, d'accord. Donc justement là, l'anticipation, c'était quoi? C'était de se dire qu'on pouvait s'attendre justement à une hausse de ce pourcentage-là, et du coup, avoir vraiment un nombre d'écarts réduit qui va éclater. Ok, mais après l'intérêt de cet outil statistique également, c'était que donc, je vais pas vous donner non plus la méthode de calcul ici, mais ça se base en fait sur 100 écarts de points consécutifs, et cet indicateur, en gros, montrait qu'on était sur un point haut. Et que donc, qui dit point haut, dit qu'on pouvait s'attendre à un retournement à la baisse de cet indicateur, on va dire, de cet outil, d'accord. Ce qui induirait effectivement de rentrer dans un marché qui allait être normalisé. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça va conforter les stratégies d'achat, surtout des achats sur repli qu'on va considérer entre guillemets comme cadeaux. On peut pas dire qu'on ait eu énormément de beaux replis qui étaient très bien exploitables, mais on a eu quand même de quoi rentrer sur le marché sans trop stresser, avec un bon ratio, etc. D'accord. Dans tous les cas, cette zone des 5325 points, c'était une zone à laquelle je m'attendais vraiment depuis début avril, fin mars, avec une anticipation de double bottom qui se formait. D'accord. Donc c'était un petit peu voilà, la zone retour possible jusqu'à voilà, des 5325, on va dire, aux 5335 points. C'était une zone qui me paraissait atteignable assez raisonnablement. Et donc j'envisageais déjà à cette époque-là pas mal les stratégies d'achat. Je commençais à délaisser la vente. Et la réelle difficulté pour moi, elle s'est jouée au niveau des options, on va dire, parce que bon, je me sers des options. Je suis pas encore un pro. Je vais retourner me former sur les options très prochainement. Mais on va dire un petit peu le point difficile, c'était de ne pas pouvoir réaliser d'achat de call, tout simplement parce que justement une des caractéristiques de ce marché normalisé, c'est qu'on a un aplatissement de la volatilité, donc une volatilité très réduite. On va avancer en biais, en crabe, avec pas mal de replis possibles. Et on va rester à chaque fois pendant 2, 3, 4 jours sur des mêmes niveaux de prix à 40, 50 points près maximum, d'accord. Donc c'est assez compliqué de faire de l'achat de call, de monter des stratégies comme ça sur ce type de configuration-là. Donc après avoir un petit peu demandé conseil autour de moi, effectivement la stratégie qui semblait la plus adaptée, c'était tout simplement de chercher un point en haut, chercher une pointe, tant sur le niveau du graphique que sur le niveau de la volatilité, d'accord, et pour faire de la vente de call et avoir comme ça des couvertures sur nos trades et sur nos scénarios. Donc voilà, par rapport aux stratégies du coup à mettre en place, moi c'était vraiment un petit peu ces niveaux et cette zone des 70, entre les 70 et 90,
quand je dis 70-90, c'est 5370, 5390, avec vraiment une préférence pour la zone des 85-95 points sur le CAC, d'accord. C'était vraiment le niveau idéal un petit peu pour mettre en place ce type de stratégie. Ok, sachant que de mémoire, on avait méché jusqu'à 5430 points en avril. Je pensais que le point haut sur avril se situerait sur les 5400 sur le CAC, d'accord. Et sur cette zone-là, sur ce niveau de prix-là, je m'attendais à une petite conso, une petite dérive latérale. Donc un mouvement de latéralisation assez faible et une petite baisse. Donc dans un premier temps, un retour voilà, sur la zone des 5370. Pourquoi pas 5335 points. De mémoire, on les a fait. Alors, on va prendre le graphique directement. Donc c'est celui avec le plan que je vous ai proposé. Hein. Alors effectivement la mèche, on a méché sur 5428 points et là au plus bas, on est retourné chercher les 5332 points, d'accord. Bon, on a latéralisé très légèrement, donc on a fait une figure chartiste, on voyait assez aisément le fanion, on s'en est extrait par le haut et c'est vrai que derrière on est parti assez assez violemment entre guillemets, même si on laisse pas mal de mèches, vous voyez. Donc bon, moi ça m'a pas mal piégé en daily. Les entrées agressives en tout cas étaient piégeuses. Si vous attendiez des bougies baissières, bon, bah, vous ne faisiez pas avoir sur ces configurations là effectivement. Donc voilà, ça c'était mon anticipation au niveau d'avril, etc. sur un marché qui deviendrait normalisé haussier avec des stratégies simples. Donc sur futur ou sur CFD pour les plus petits capitaux, faire de l'achat sur repli, faire de la vente sur des niveaux importants, etc. Et vraiment aller chercher des petits écarts de points de 20, 25, 15 points, d'accord, avec assez peu d'options du coup qui étaient utilisables, à part la pointe qu'on a eu là qui m'a permis effectivement de faire une vente de call, d'accord. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de stratégie option qu'on pouvait mettre en place ici. Et toujours ces stratégies, donc première amorce, on va dire, c'était effectivement la cassure des 5325 points. Et par rapport aux zones que j'ai tracées, etc., pour moi, c'était 90-95 points sur le CAC. Mais le scénario que je vous ai proposé, le start était à 400 parce que voilà, c'était encore un niveau sur lequel on avait pas mal de résistance possible, pas mal d'obstacles, puis un chiffre rond, sachant que c'est assez important, notamment sur les indices, d'accord. Ok, fin avril, j'ai rejeté un œil sur tout ça, du coup j'ai réactualisé un petit peu les stratégies, les scénarios, etc. Sachant que du coup les stratégies qu'on avait montées, enfin que j'avais montées plutôt d'achat sur repli, etc., avaient plutôt bien fonctionné, les targets aussi qui étaient fixés tout simplement par des paliers sur le CAC ont également très bien réagi et bien fonctionné. Les bornes, je les donnerai en privé à certains uniquement. Cette méthode-là, de toute façon, je la transmettrai que au sein de Gold Lion Trading, d'accord. Et donc voilà, ma problématique, ça a été de borner l'indice, identifier différents niveaux, différents paliers, sans forcément me fixer des niveaux ronds en me disant voilà, je fous un palier tous les 70 points, etc. Mais là, en les identifiant assez clairement d'un point de vue chartiste, d'accord. Et l'idée ça allait être d'aller travailler un petit peu en escalier entre ces différents paliers et essayer de progresser de palier en palier. Donc pour pas déboucler quand on a commencé d'avoir des dojis, du marteau, etc., tout simplement c'est parce que derrière, j'ai quand même analysé un petit peu plus niveau fondamental, analyser ce qu'il y avait autour, analyser ce qui pouvait servir de relais justement sur le marché, analyser un petit peu la profondeur et la psychologie des intervenants. C'est pour ça que j'ai pas débouclé et j'ai pas tout coupé. Savoir qu'à partir de fin avril, mon objectif au plus haut sur le CAC c'était 5575 points. On vient de les faire, puisque là on est à 5577 sur le CAC, ce jour du 16 mai et la clôture est dans 30 minutes. Donc c'était le niveau le plus haut que je visais. Je vais alléger mes positions sur le CAC d'une grande partie. Je pense facilement 80-85% de mes positions sur CAC, je vais les alléger. Ok. Enfin, je vais alléger mes positions à hauteur de 80-85%.
Et donc effectivement, le système de palier a plutôt bien fonctionné, on a plutôt bien euh, réagi dessus. On a effectivement eu une petite baisse, une incertitude, on va dire une hésitation sur ce niveau du coup des, des 445, 455 points sur le CAC, qui était identifié tout simplement sur le futur par cette mèche là, cette mèche haute qui était assez intéressante de toute manière à travailler. Bon, évidemment, là, c'est le graphique actuel. À l'époque, je m'étais tracé quand même beaucoup plus de niveaux que ça, d'accord. J'avais tracé à chaque fois pour chaque zone, en fait, 2 niveaux entre lesquels j'allais avoir ma zone. Et donc, à ça, on peut adjoindre que, après avoir break, du coup, ce niveau des 5325, on avait du coup notre MM200, donc Expo, la simple aussi, mais plus légèrement, qui a recommencé à s'orienter doucement à la hausse. Et donc voilà, autour de ces dates, etc. Là, ça y est plus, j'ai pas réussi à retrouver la capture d'écran, je dois l'avoir quelque part. À la limite, je la mettrai dans le canal, dans le channel. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais tracé différents supports, différentes résistances, différentes trendlines, et tout ça a été touché, cassé, enfoncé dans le sens de l'achat, dans le sens de la hausse. Donc j'ai vite reconsidéré mes plans acheteurs et j'ai cherché des entrées supplémentaires. Il y en a qu'on n'a pas vu sur les screens simplement parce que depuis je les ai débouclés, je les ai fermés. Ok. Puis d'un point de vue un petit peu plus profondeur de l'indice, on avait des valeurs assez importantes du CAC, donc par exemple Total, Louis Vuitton, il y a eu Kering aussi, qui ont bien tiré quand même le CAC vers le haut, surtout Total sur lequel je m'étais placé en achat assez bas, pareil, il y a le screen dans le canal. Donc, bon, à partir du moment où j'avais Total à l'achat, j'envisageais déjà le CAC quand même assez acheteur, ok. Euh, et bah, à elle, bon, il n'y a pas eu que ces 3 valeurs-là, il y en a eu d'autres qui ont aidé le CAC, qui l'ont tiré vers le haut, etc. Mais la particularité de notamment Total, Kering et LVMH dans une moindre mesure, c'est qu'elles ont défoncé, vous me pardonnerez l'expression, vous me pardonnerez le terme, mais leur enveloppe de Bollinger LT, elles l'ont explosé, elles ont continué à évoluer un petit peu au-dessus d'elles. Euh, Après, elles ont légèrement consolidé, hein, mais ça dénotait quand même un engouement acheteur assez puissant. Donc à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé à mettre de côté les stratégies short, même si j'en cherche toujours, mais vraiment sur cette zone, d'accord, uniquement sur cette zone. Et après ça, on va dire sur la zone un petit peu comprise entre les 5420 et les 5445, 4450 points. Le CAC, il était un petit peu au milieu de sa moyenne 200 et de l'enveloppe Bollinger, l'enveloppe Bollinger LT, du coup, qui est un paramétrage GLT, qui du coup était autour des 5570 à peu près, d'accord. Et l'idée, c'était d'aller essayer de chercher un de ces 2 points-là. Et encore, à cette époque-là, il y avait encore d'autres éléments. Par exemple, on regardait les valeurs bancaires, j'en ai pas mal parlé dans le canal. Il y avait des obliques baissières assez puissantes, d'accord. Si on regardait, on pouvait regarder Crédit Agricole, Soggen, etc. On avait quand même des bonnes résistances. Et en même temps, on avait un petit grain de sable dans ce momentum, dans ce mouvement baissier, puisque sur plusieurs titres, on a formé les vagues baissières. Donc ça, vous pouvez le trouver assez facilement sur Internet, hein, les V3, etc. Et ça pouvait déboucher sur justement un nouveau relais, d'accord. C'est-à-dire qu'on n'était pas très loin, il y avait quand même pas mal de chances que justement on casse par le haut. Il y a d'autres choses plus complexes, donc on va utiliser les relative strain, etc. En regardant avec le CAC, si on peut regarder avec le DAX et le S&P, on comparera pas au Dow Jones, etc. Parce que c'est pas la même logique du tout que le S&P. C'est pas regardé du tout de la même manière également par les intervenants, par les investisseurs. Donc là, vous n'aurez pas le calcul, tout simplement parce qu'il est dans la méthode GLT, il est déjà dans une vidéo qui est prête, d'accord. Mais simplement se regarder par rapport au point bas en mars, etc. L'écart de points CAC, DAX, leur progression en pourcent, etc. Ça donnait un SP. Donc pareil, ça, faudra regarder les vidéos pour le savoir. Malheureusement, ce genre d'infos-là, ce genre de méthode-là, je peux pas le donner comme ça gratuitement. Mais ça donnait quand même du coup un SP qui était largement en faveur du CAC.
mais qui en même temps nous indiquait qu'on était peut-être proche d'un point haut, même si ça nous laissait quand même encore une bonne marge de progression, ce qui laissait envisager tout simplement une hausse du CAC assez identique à celle du DAX, ce qui amène une fois de plus, ce qui convergeait plutôt une fois de plus vers une normalisation haussière. Pareil sur l'oblique baissière que j'avais sur S&P 500, on avait identifié du coup les différentes vagues. Donc tout simplement, je vais un petit peu enlever ça. Je vais laisser les autres repères. Donc ça, c'était des anciens objectifs qui ont été faits depuis. C'était dans le canal, hein, vous les aviez. Donc on avait du coup assez facilement traçable. On va dire une oblique baissière. Là, c'est pas hyper propre. On va couper un petit peu la bougie, tant pis. Donc une oblique baissière comme ceci, d'accord. Et là, si toujours sur la méthode GLT, on faisait un petit peu la part des choses entre les mèches, dû à des éléments exogènes, etc. Ça nous donnait à peu près du coup notre niveau de support par là. On aurait pu dépasser un petit peu plus sur ces mèches là éventuellement, c'était pas un problème. Et donc effectivement on a... avec quoi je vais vous dessiner ça On a la vague baissière. Voilà. On a la vague baissière 1 qu'on peut identifier comme ça. On a eu la seconde qui s'est dessinée comme ça. Et du coup, on anticipait, si vous voulez, éventuellement une troisième. Je l'avais plus ou moins prévu dans ma tête, dans mes scénarios possibles, mais c'est vraiment pas le scénario qui me plaisait le plus. Je voulais vraiment que ça short. Bon, en même temps, j'aurais dû m'y attendre. Je me suis un petit peu trop emballé sur le short, même s'il y a beaucoup d'éléments, même fondamentaux, etc., qui convergent. Apparemment, le marché n'est pas encore prêt à shorter. Les investisseurs sont pas prêts à lâcher leurs actifs, etc. Bref. Et du coup, la possibilité de cette troisième vague baissière là, c'était effectivement l'extraction par le haut, la cassure de la trendline, malheureusement. Mais bref, avec la convergence de tous ces éléments un petit peu sur les marchés, etc., effectivement, j'ai lâché mes short CAC, mes stratégies de short CAC, etc. Et j'avais compris qu'à partir de là, tout simplement, le CAC 40 pouvait assez bien casser le prochain palier que j'avais tracé, la prochaine zone palier que j'avais tracée, et se diriger vers la suivante qui était effectivement la zone des 5565, 5570 jusqu'à 5575 points. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Donc là, on s'est extrait du S&P par exemple par le haut. Bon, ça reste assez... la cassure est encore un petit peu indécise. On va voir comment ça évolue dans le futur. Je pense pas malheureusement qu'on assistera à un gros short. Faudra voir comment on réagit à ces niveaux et au dernier plus haut sur le S&P, si on a des divergences qui apparaissent d'ici là, etc. Là pour l'instant, mon avis, à la limite, ce serait plutôt encore une fois de travailler en double appui. Je voulais pas y croire au début, mais malheureusement, bon, là depuis 2 jours, en fait, si vous voulez, les clôtures daily me laissent assez peu de doutes. Bon, éventuellement, on pourrait considérer le triple bottom, même si dans la configuration graphique comme ça en elle-même, ça me plaît pas trop, d'accord. On travaillerait plutôt le double bottom, donc en double appui ici, donc légèrement asymétrique, d'accord, mais avec la neckline qui se situe ici. Et effectivement, si on trace la neckline par là comme ça voudrait dire qu'on a eu l'extraction, on est venu retester, on a fait le pullback, et auquel cas là, on repartirait sur un trend dossier. Donc difficile de définir les targets. Première target, on va dire le dernier point haut entre guillemets, et après pourquoi pas reviser le plus haut, et on verra comment on réagit justement sur cette zone là. Ensuite on avait cette trendline, je m'attendais du coup un petit peu à un échec dessus. Donc là pour moi on n'avait pas réellement break, parce qu'effectivement on a réussi à clôturer légèrement au-dessus, mais la mèche qu'on a laissée, pour moi c'était un signe un petit peu de faiblesse et d'hésitation, d'accord. Effectivement derrière on a retesté, on a clôturé à la baisse, etc. Mais voilà, cette zone-là, entre les 530 points, 515, 520 points, je m'attendais effectivement à pouvoir, du moins en intraday, jouer un petit repli. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc là, on a clôturé à 5529.
Et la bougie suivante, on a clôturé à 5501 en étant allé rechatouiller les 490 points sur le CAC. Voilà, en gardant en tête, moi j'ai gardé en tête tout simplement, j'essaie vraiment de monter une stratégie chirurgicale pour, pas pour vous, hein, mais pour moi pour pouvoir monter mes propres stratégies en intraday, mes niveaux de rebond scalp, etc. etc. Donc les 5515 points, 5520, 5530, c'était vraiment des niveaux importants pour moi sur lesquels j'allais pouvoir effectivement jouer des petits replis, des petits rebonds. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà c'était le niveau, on va dire la zone un petit peu intermédiaire entre deux de mes paliers, et surtout on avait des trendlines assez importantes qu'on pouvait tracer. Donc là, je traçais celle-là un petit peu à mi-chemin entre les deux pour faire la parité et pas non plus coller deux trendlines. Vous pouviez aller en foutre une ici directement, puisque là on avait un double. Je vais pas parler de double appui ici. Mais quand on laisse deux mèches à moins d'un point d'écart, c'est un niveau important qu'il est assez important de tracer. Bon, et là, on pouvait tracer là sur le doji, sur le haut du doji, ou alors légèrement au-dessus pour prendre les autres mèches avec, d'accord? C'était pas un problème. On voit que c'est des niveaux qui ont effectivement été travaillés par le prix et qui ont marqué leur pertinence au niveau du prix. Du coup, la base de ma stratégie à ce moment-là, elle a commencé de s'articuler autour de ça, que ce soit sur les CFD, sur le futur, même sur les options call. Hein. J'ai construit vraiment la stratégie sur ce modèle-là, ok. C'est-à-dire en travaillant on va dire tous les 15-20 points sur le CAC, donc 5390, 5410, 5430, 5455, 450 on va dire, etc. En travaillant vraiment comme ça par des petits paliers de points. On peut pas dire voilà, je vais mettre 20 points partout, je vais mettre 15 points partout, je vais mettre 25 points partout. Faut voir un petit peu avec les niveaux, etc. comment réagit, ce qui se passe. Il y aura peut-être des paliers à 15 points, d'autres à 20, d'autres à 25, etc. Il faut actualiser en temps réel. Bon, ça après c'est une autre problématique. Mais voilà, dès là déjà, dès ce moment-là, je travaillais sur du call, d'accord. Donc sur 5415 points de mémoire ou 5420, non 5415 je crois j'ai travaillé. Avec target pareil, on va dire 100 points plus loin directement, donc sur les 5515 points, j'ai pas repris d'options au-dessus, je vais certainement en prendre assez prochainement pour mettre en place une prochaine stratégie, etc. Mais voilà, les niveaux qu'on a atteints, je les avais anticipés, c'est pour ça que je vous les ai proposés sous forme de plan, sans plus détailler la stratégie que ça, d'accord. Et effectivement, on a fait tous les TP. J'aurais peut-être pu mettre le dernier, mais je voulais pas être trop gourmand. Je pensais qu'on aurait short légèrement avant, en fait. Mais le CAC tient bon. Donc voilà, on a fait un peu le tour de pourquoi j'ai monté ces stratégies-là, pourquoi je suis quand même parti à l'achat, etc. On aurait pu parler de Siemens, hein, parce que Siemens, qui est un poids lourd du DAX, on a vu un Island Reversal sur Siemens en daily, donc c'est pareil, ça a catapulté Siemens automatiquement le DAX. On a eu d'autres valeurs du DAX qui lui ont permis de décoller, ok. Et donc maintenant qu'on a fait tout, mes take profit, toutes mes targets, qu'on a même enfoncé le point haut que je m'étais fixé à 5575 points, tout simplement c'est le moment de réactualiser mes stratégies. En général je le fais pas, je me contente de balancer un plan ou de vous dire 2-3 trucs dans le canal, etc. Là j'ai volontairement voulu prendre le temps de le faire. Évidemment je peux pas lâcher toutes les infos, toute la méthodologie non plus, parce que ça va rentrer dans la formation de GLT, etc. Donc je suis obligé de faire la part des choses quand même. Vous voyez bien que c'est pas parce que vous ne voulez pas payer ou quoi que ce soit qu'on ne vous aide pas, qu'on ne vous apprend pas, qu'on n'est pas avec vous sur les marchés, etc. Bref, on n'est pas là pour cela jouer marketing. Du coup voilà, c'est l'heure, c'est le moment de réactualiser un petit peu les stratégies, voir ce qui est envisageable pour la suite. Et donc pour moi voilà, actuellement la zone sur laquelle on va travailler, ça va être un petit peu ma zone de désactivation au niveau de tout ce qui est achat, tout ce qui est position acheteuse, les achats sur repli, etc. Alors j'exclus pas du tout qu'on casse ces niveaux. D'ailleurs sur le TF Lixor on les a déjà brisés. Bon après c'est son but, hein, surperformer l'indice de référence. Mais voilà, j'exclus pas qu'on break ce niveau, qu'on break cette zone. Pourquoi? Tout simplement parce que si on se met en mensuel, pour vous le rappeler, ce n'est pas le plus haut du CAC, d'accord?
Le plus haut, c'était celui-ci. On a un autre point haut qui était là, d'accord? Donc c'est pas du tout impossible euh, de casser la zone actuelle et d'avoir encore un petit mouvement haussier, auquel cas on irait viser éventuellement 870 et 6170 points, d'accord? Bref, pour l'instant, quand on regarde dans mon SLI, on peut hésiter sur le fait que voilà, on serait peut-être revenu prendre appui, c'est-à-dire on aurait break, on aurait pullbacké en fait tout simplement ici, d'accord, sur le dernier point haut, on va dire, sur le point haut le plus récent. À voir, d'accord, on va voir ça. On verra de toute façon. Pour l'instant, on peut pas se prononcer comme ça sur du Monthly à l'avance. C'est pas super. Donc on va juste se mettre. Je vais mettre 2-3 indicateurs et je reviens sur la vidéo tout de suite. Donc voilà. Donc on a nos bébés 200p en expo. Ok. On a bien travaillé, on a bien atteint les niveaux qu'on pensait atteindre. Euh, donc jusqu'ici, si vous voulez, on a trouvé les relais nécessaires à cette hausse, ça nous fait remonter. Les valeurs bancaires, c'était un relais possible, hein. Effectivement. Mais si on regarde les graphiques, on constate qu'au niveau des bancaires, elles n'ont pas trop bougé. Sur le Crédit Agricole, il flirte toujours autour des 13,50. C'était déjà le cas il y a un moment. J'en ai parlé dans le canal. Pareil, la BNP, elle est proche des 61, 62, il me semble, d'accord. Et effectivement, si elles se réveillent, ces valeurs bancaires, ça pourrait tout simplement se traduire justement par un enfoncement de la zone actuelle, c'est-à-dire casser les enveloppes de Bollinger, casser les derniers points hauts, etc. Et pourquoi pas se diriger sur les 5620 points, 5610, 5615 points sur cette zone-ci de prix, d'accord. Après, le fait est que ce réveil des valeurs bancaires, pour l'instant, on va dire que j'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas, je pense que plus ou moins court terme, on va plutôt dire moyen terme, on a des valeurs bancaires qui devraient quand même se réveiller, dans le bon sens, espérons-le. Mais si vous voulez, je vois pas ces titres-là monter en tirant le CAC à la hausse tout de suite. C'est pour ça que pour moi, si vous voulez, tout simplement, dans les prochaines séances, je pense qu'on va latéraliser, on va ranger de. Après, c'est assez compliqué, je dirais facilement entre 175 points et 225 points de range. Ouais, si on se prend un range assez large de 200 points, ça nous fait un range possible entre, on va dire, les 5600 points, on va dire vraiment une borne haute, et 5370, 5375 points, zone sur laquelle on peut latéraliser. Ok. Après, on peut très bien prendre une approche plus technique, plus graphique, plus rationnelle. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le double appui, le double bottom, le CAC? Encore là, on n'est pas sur le futur, hein, on est sur l'index normal, on est sur le sous-jacent. Le CAC, il a pris 520 points quasiment d'une traite. Ok. Donc une consolidation sur le CAC, voire une légère correction, ce serait tout à fait normal, pour ne pas dire nécessaire, pour continuer sur une hausse plus saine derrière, d'accord. Donc c'est un élément supplémentaire qui converge sur ça, parce que bon, effectivement on a eu des petites bougies baissières, mais on peut pas dire que ça ait réellement impacté le cours. Ok. Effectivement là on ralentit un petit peu, etc. Sur les niveaux actuels. On a quand même eu une montée assez impressionnante, assez fulgurante. Troisième raison, tout simplement, c'est les valeurs du CAC. Alors, on peut regarder Total, on peut regarder les principaux bêta. Hein. Ils sont montés quasiment à l'image du CAC. Ils sont montés quasiment en ligne droite, sans réelle correction. On a lâché une bougie baissière par-ci par-là, histoire de dire. Mais ça s'est vraiment cantonné à ça. Pareil, ces titres-là, ces valeurs-là, devraient, même si d'un point de vue technique et fondamental, elles sont encore assez fortes, hein, on va dire. Elles devraient quand même un minimum latéraliser à défaut de corriger, au moins consolider sur les zones de prix actuelles. Total, s'il consolide, voire s'il corrige, peut fortement freiner le DAX. Après, à moins de réellement tomber, Total, je pense pas qu'il fera réellement baisser le DAX. Il va le laisser, le DAX, le CAC,
il va le laisser dans notre zone de latéralisation, hein. Mais c'est également un élément qui converge selon moi vers, vers une latéralisation du CAC. Enfin, il y a l'indicateur dont on parlait au début de la vidéo, donc un petit peu qui me sert de volatilité, l'indicateur statistique, etc. Même si j'en ai pas qu'un, je veux dire cet ensemble d'indicateurs statistiques. Pour moi, de par la morphologie de cet indicateur, cet ensemble d'indicateurs, ils sont actuellement sur une potentielle zone de rebond. Simplement, cet indicateur, quand il baisse, c'est qu'on a un marché qui est normalisé, sans ou alors avec une faible volatilité, ce qu'on a eu relativement ces dernières semaines, hein, parce qu'on a vu que là, certes on est monté, mais c'était pas des grosses bougies impulsives, etc. En intraday, c'était pas ultra intéressant de travailler le CAC, même s'il y a quand même eu de bonnes opportunités, mais voilà, c'était quand même assez, on va pas dire flat, parce que la montée, vous l'avez sous les yeux, elle est là, elle est impressionnante, hein. Enfin impressionnante, c'est une bonne montée, mais c'était pas non plus explosif. Et du coup, la relation inverse, simplement, quand cet indicateur monte là, cet indicateur-là monte plutôt, justement, c'est que en général, on va assister à un retour de volatilité qui peut se traduire par un marché baissier, par une consolidation, par une latéralisation. Donc ça, c'est dû un petit peu à la version risque. Ça se traduira par une remontée du VIX ou tout simplement par une remontée de volatilité de la part de l'indice de vol du CAC 40. Ok. Ok, c'est pour cette raison tout simplement que je m'oriente plutôt sur une latéralisation. On va dire, voilà, si on prend notre zone de 200 points, ça nous amène là sur une zone qui peut faire un petit peu office de support, etc. Donc sur grossièrement, voilà, une latéralisation au sein de cette zone-là. Après là, je vous dis ça maintenant, ça se trouve on va l'éclater dans quelques jours, ma zone de latéralisation, elle va servir à rien, ce sera juste un petit dessin, ça se trouve. Mais là pour le moment, voilà, moi c'est ce qui me semble, d'un point de vue probabiliste, c'est ce qui me semble le plus intéressant, le plus pertinent aussi, ok. Auquel cas, effectivement, si on a un relais de la part des valeurs bancaires, euh, pourquoi pas viser la cassure, aller plus haut, à voir aussi comment se comportera Total, parce qu'on peut avoir un relais des bancaires, mais si on a les valeurs qui pèsent le plus dans l'indice qui, elles, stagnent, voire baissent, ça peut neutraliser justement l'impact qu'auraient les bancaires. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de monter comme stratégie? Évidemment que sur cette zone, je vais quand même privilégier le short, d'accord. Sur l'horaire, sur du H4, sur le daily, on regardera éventuellement le weekly pour avoir certaines informations, d'accord. Vu qu'on est sur un potentiel plus haut, entre guillemets, plus haut, comme je vous l'ai montré, c'est pas le plus haut historique du CAC, on va dire le plus haut de la zone de travail sur laquelle on est actuellement. Après short, c'est bien de parler, on peut pas short non plus juste comme ça. Il va falloir, si vous voulez, se définir un petit peu un niveau d'invalidation, une zone d'invalidation pour le trade. Donc on peut regarder par rapport les derniers points hauts qu'on a eu. Donc là par exemple on est en weekly, hein. Donc là vous voyez que le marché veut se retourner, il le fait assez bien. Bon en fait la vue hebdo m'a pas spécialement aidé pour monter mon niveau d'invalidation. Donc on va regarder selon différents éléments, selon le risk reward que ça permet. Après voilà, au niveau des obliques, là vous voyez l'oblique. Donc ouais, le niveau d'invalidation il va se situer à peu près par là. On va se dire sur les. Après il faut réactualiser en temps réel, hein. Mais une invalidation du scénario short peut se faire au niveau de l'oblique. Donc là par exemple vous voyez elle se situerait sur les 30 points là autour de cette zone. Donc si on vise juin. Mais à plus court terme, ouais, on sera sur du 5620 points. On va dire, entre 5615, 5625 points comme zone d'invalidation. Les gros swingers ou ceux qui ont le capital ou qui engagent assez peu, etc., peuvent justement peut-être
un petit peu augmenter l'invalidation, aller mettre un niveau d'invalidation sur 5630, 35, 40 points, même si ça devient quand même entre guillemets assez éloigné, on va dire. On l'a déjà vu sur le CAC, on l'a déjà vu sur d'autres indices. On peut très bien d'un coup tomber en échec juste après une cassure de plus haut parce que il n'y a plus de relais, les gens ont peur que ça corrige, ou tout simplement parce que voilà, les valeurs corrigent, etc. Et du coup, on peut voir ce type de scénario-là se mettre en place. Euh, ce qui s'est passé sur le Bitcoin, ce qui s'est passé sur d'autres valeurs assez connues. Mais pour moi, vraiment, la validation, ça viendra de deux éléments conjoints, cassure des 5620 points, on va dire, et un assez gros relais acheteur qui serait apporté justement par des banquiers euh, qui se réveilleraient et qui partiraient vraiment à la hausse. Ok. Après, c'est difficile de bien cerner la causalité. Est-ce que ça va être, si vous voulez, le réveil des bancaires qui va permettre au CAC de casser ces 5620 points, ou est-ce que justement c'est si le CAC va casser ces 5620 points qu'on va avoir ce réveil des bancaires. Ok. Ça, bon, c'est une question, on verra, on verra ça plus tard si jamais ça arrive, même si de mon côté les probabilités ne sont pas les plus élevées sur ce scénario-là. Et voilà, va vraiment falloir attendre le premier bon signal de retournement. Là, vous voyez par exemple, on a un petit peu break la trendline. Bon, juste au-dessus, comme on a, on va dire, un point haut, on a ce palier, etc. Je n'ai pas payé la cassure. Ok, je suis pas parti à l'achat sur cassure, puisque de toute manière, pour moi, on est dans ma zone short, dans ma zone où je vais chercher vraiment que du short. Je vais faire attention à mes achats, ceux que j'ai déjà, évidemment. Je vais pas initier de nouvelles positions acheteuses ici. Bon, tout ça, je vous l'ai déjà dit. Mais il faut attendre un premier signe pour moi qui viendra peut-être du H1. Si le marché veut se retourner, en général, on a les prémices en H1. Regardez le H4, H8 daily, pourquoi pas. Enfin, même privilégier à la limite le daily, quitte à pas forcément avoir la meilleure entrée, mais avoir une probabilité plus élevée au niveau des patterns et des configurations, d'accord. Donc je pense que ça devrait s'opérer là, dans la zone actuelle, sur les 75 90 points sur le CAC. Ok. Et il faudra attendre un mouvement baissier d'une cinquantaine, entre 40 et 60 points sur le CAC, je pense, pour avoir un petit peu ce premier signe, euh, ce premier signe de faiblesse, on va dire. Pour ceux qui utilisent des options, qui savent les utiliser, euh, moi, ce que je pense faire, c'est pourquoi pas faire une vente de call, tout simplement. Si on arrive à tester les, pourquoi pas 85, 90 points sur le CAC, ce qui permet justement d'empocher sur une pointe et sur une perte de valeur dans le temps, on va dire. Okay, donc ça peut être une stratégie swing-vente à mettre en place. Moi, pour l'instant, c'est celle, c'est ma favorite, on va dire. Hein. C'est le scénario qui me plaît le plus. Euh, quand je dis plaît, c'est pas dans le sens, voilà, c'est le scénario où je vais voir se concrétiser, mais disons que c'est celui que je trouve le plus probable à l'heure actuelle. On peut on peut travailler des écarts de points, c'est-à-dire toujours essayer de mener des stratégies d'achat justement sur repli, qu'on soit sur le futur ou sur le CFD. Hein. Par contre, on ne le fera pas sur du daily, on le fera vraiment sur de l'intraday. On ira jouer des petits écarts de points. On va être très vigilant pour pas se faire embarquer dans le short, d'accord. Mais ça permet de quand même mettre entre guillemets des points de côté, continuer d'engranger, ça permet éventuellement, pourquoi pas tout simplement, ce qu'on va engranger comme ça, ce qu'on va clôturer, ça peut permettre de couvrir une éventuelle perte si jamais le short se confirme pas ou si on a un faux départ de short, ok. Et on peut travailler comme ça tout simplement en attendant du coup le breakout, hein, la cassure. Après, pas évident de vous dire exactement sur quel niveau on va shorter, sur quel niveau il faudrait travailler. Je pense l'extraction de zone. Là, on a une zone assez intéressante. Première zone qu'on va encore considérer, du coup, c'est la dernière zone où on a marqué un arrêt. Donc voilà, on est sur les entre 30 et les 20 points, on va dire. On va dire entre, allez, soyons fous, entre 5530 points, 5510 points. Ça peut être un bon signal short, une bonne zone short, ok. Donc si jamais là on monte dans les jours prochains, il faudrait rebreak cette trendline aussi.
Là, c'est une zone qui risque d'agir comme support, hein, quand même. Là, pareil, ça peut également agir comme support. Donc effectivement, la descente peut être complexe de ce point de vue-là. Ok. Donc là, on est vraiment un petit peu sur ce qu'on pourrait appeler une phase transitoire, sur une zone transitoire plutôt. Donc on aura la réponse sous peu, entre guillemets. Quand je dis sous peu, c'est relatif, surtout que là, on est en daily, hein. Ok. Voilà, vraiment la ligne de conduite à adopter pour l'instant, c'est de vraiment rester attentif sur ça. Euh, Privilégier à la limite le short en intraday, mais vraiment court, hein. Faut vraiment pas s'amuser à travailler short, short, short. Pas s'embarquer dans des positions trop longues ou avec des objectifs trop ambitieux, hein. Faut vraiment garder un œil sur les premiers éléments de faiblesse, de retournement, qui montrent qu'on va basculer, pas nécessairement directement sur le short, mais plutôt sur une latérisation, sur une conso. Donc on va chercher un mouvement assez rapide, assez brut de 40, 50, 60 points de baisse sur le CAC par exemple. Une vente assez, pas nécessairement violente, mais quand même une bonne vente. Au moins avoir un bon consensus vendeur sur les bancaires, donc sur BNP, on pourra regarder Natixis, on pourra regarder SocGen, on pourra regarder Crédit Agricole, etc. D'accord. Assister à des prises de bénéfices sur les gros bêtas, donc sur Louis Vuitton, sur Total. Pourquoi pas regarder aussi du côté de Kering, d'accord. Regarder du côté de Sanofi. Donc là, pour l'instant, à part sur de l'intraday et du scalp, on est vraiment dans une logique de sniper. On va guetter la première petite faiblesse. On va guetter les premiers petits signes pour directement être à l'affût, être en éveil. Ok. En même temps, on va pas non plus se précipiter parce que on le voit depuis le 28 mars quasiment, à part voilà sur quelques niveaux, etc. Il n'y a rien qui permettait de mettre en place une vraie stratégie short swing sur le CAC. On pouvait jouer le short sur un jour, 2 jours au maximum, et c'était pas possible de shorter plus longtemps, d'accord. Sauf si on voulait se manger du stop loss. Mais ça, je laisse ça à certains autres professionnels. Voilà, pour moi, vraiment, le signal de retournement va commencer à se matérialiser dans la zone actuelle. Je pense qu'on peut aller chercher jusque sur les 5590. Sur les 5590 points. Il faut le regarder tout ce qui est RSI, regarder les volumes également. Ces prochains jours, ok, pas que sur le daily, on peut commencer à chercher des divergences sur de l'horaire, sur du H4, sur du H8, même si surtout sur de l'index et surtout sur du sous-jacent, il va y avoir assez peu de différence finalement avec la clôture journalière, hein. Donc voilà, en résumé, pourquoi pas viser cette latéralisation, cette conso, donc partir sur un range, aller rechercher du côté des 5430, 5420, 5400 points, pourquoi pas. Et après, je sais pas, on verra d'ici là, mais un contact avec une MM, une enveloppe de Bollinger, avec le retour des bancaires peut-être si elle se réveille, pourquoi pas justement là à ce moment-là s'extraire de cette conso et aller rechatouiller les plus hauts et pourquoi pas enfoncer et casser ces plus hauts, d'accord. Donc ça là par contre ce que je viens de dire c'est vraiment une anticipation, on va pas viser ça maintenant, ok. On verra ce que les opérateurs vont faire, ce qu'ils vont comprendre, comment ils vont réagir. On va voir aussi niveau fonda macro, comment ça se passe. Faut pas que la situation s'envenime trop au Proche et Moyen-Orient. Voilà, on va voir d'ici là tout ce qui se passe. Et enfin pour finir cette vidéo, comme vous avez été beaucoup bizarrement me demander ça en privé, vous étiez une vingtaine, j'ai pas compris pourquoi vous voulez voir mes positions. Bon, ça change d'habitude, on me demande de dire exactement quand je me place, etc. Alors vous avez tout dans le canal. Il suffit de regarder un minimum, d'être un minimum attentif aux clôtures et aux breaks de niveau. Enfin bref, il y en a, faudrait limite prendre les trades pour vous sur vos propres comptes, à vous écouter. Bref, on va pas régler les comptes maintenant. Du coup, ça c'est position que j'avais à 19h, à 17h plutôt. Évidemment, depuis j'ai allégé, bon, sauf là sur celle qu'on voit. Total, j'ai pas encore allégé. Mais tout ce qui est CAC, le FTSE, donc le FTSE anglais, le DAX total, je vais alléger. Même l'Eurostoxx, je vais alléger un petit peu, mais je vais quand même garder un bon solde dessus, hein. Donc là où j'ai beaucoup allégé, c'est sur l'Italie. Donc sur le FTSE italien. Pourquoi? Parce que c'était un petit peu du poker, tout simplement. Enfin du poker.
du poker au niveau du money management. Pas au niveau du placement, mais plus au niveau du money management. Pourquoi? Non, parce que du moment où je vous ai balancé le screen avec la divergence baissière, etc., d'identifier sur l'Italie, plus, euh, plus bon, un petit peu tout ce qu'il y a autour, la dette italienne, les créances, etc., etc. J'avais déjà ça, je gardais déjà ça comment dire, du coin de l'œil depuis quelques jours en fait. Et j'ai fait pas mal de trades de scalp avec des gros lots tout simplement pour vite dégager du gain et pour mettre tout ce gain sur Italie et le SP35. Ce qui a été assez problématique en fait parce que voilà, je me suis retrouvé envoyer des 5-6 lignes, voire plus, hein, des 5-6 lignes de 10 CFD sur l'Italie. Ça a vite fait du chiffre, sauf qu'au début je me suis fait enfoncer, le marché n'était pas avec moi. Donc il a fallu que je renforce mes positions, chaque fois j'essaie de revendre un petit peu plus haut. Mais voilà, ça a consommé plus que le gain que j'avais fait en vue justement de miser, de prendre ces contrats. Il a fallu que je clôture des positions gagnantes pour avoir plus de marge. Sachant que voilà, vous avez l'habitude de voir du chiffre, mais ce que je vous dis dans le canal, ce n'est pas nécessairement ce que j'applique. Je suis le premier à vous engueuler au niveau du money management, de l'exposition, etc. C'est pas pour ça que moi je suis un modèle et un enfant de cœur sur ça. Et sur les screens que vous voyez, je suis exposé pour je sais pas combien de. J'ai limite envie de dire millions d'euros sur le marché, mais parce que bon, j'ai un certain capital, c'est vrai, mais avant tout, j'ai ce qu'on peut qualifier de levier de port, ce qui me permet de m'exposer beaucoup sur le marché, de prendre beaucoup de positions. Après voilà, attention, j'ai déjà cramé un compte comme ça, c'était en février je crois, sur un appel de marge. Ça s'est joué à quelques centaines d'euros près, mais j'ai cramé. Il y avait 50K sur le compte, plus, avec les gains en cours, on était à 80 000. Vous voyez, quand le marché se retourne et que vous êtes surexposé, ça va très très vite, ok? Donc c'est vraiment pareil. Bon, le money management de façon. Le money management, vous savez très bien ce qu'on en pense. Moi, je me le permets parce que c'est mon propre compte. Parce que voilà, derrière, j'ai quand même de quoi tenir si jamais il y a un souci, etc. Euh, Après, c'est limite des trucs que vous devriez faire qu'en démo et encore même pas en démo. Et voilà, du coup, il doit me rester que quelques trades sur l'Italie là actuellement. J'ai tout clôturé. Pourquoi? Tout simplement parce que l'exposition sur le marché était beaucoup trop forte. Euh, et que psychologiquement aussi la gestion du trade est pas du tout la même et c'est pas du tout optimal quand vous savez que vous êtes trop exposé et que ça peut être dangereux pour vous, ok? Donc j'ai préféré couper plutôt que de mettre des BE, etc. Je préfère encaisser maintenant, laisser une petite partie parce que je pense que voilà, on va continuer de descendre un petit peu encore, un petit peu plus qu'un petit peu sur le FTSE italien. Voilà, comme vous voyez, il faut vous dire que tout là, j'avais des lignes de 10, des lignes de 10 contrats. Euh, Même demain, franchement, vu que là, bon, en plus on a laissé une bonne mèche. Euh, Demain, je pense, je vais dégager tout ça. Ne serait-ce que pour être tranquille au niveau de la marge, enfin un peu plus tranquille, vu que je suis quand même exposé comme un porc sur les autres indices, etc., sur l'ensemble de mon compte, on va dire. Ok. Mais je vais vraiment laisser ça, là, la meilleure entrée, je vais laisser ces deux trades là, ce qui va me laisser deux contrats CFD sur l'Italie, je vais viser le swing, si je me fais sortir en BE, tant pis, ok. Donc celui-là il me semble qu'on a déjà vu, après là, moi personnellement je vois pas trop l'intérêt de vous montrer mes positions, mais je le fais parce que vous avez été pas mal à me le demander, si ça peut vous aider, écoutez. Voilà, donc je vous montre mes pertes évidemment, transparence. Euh, Au niveau d'Apple, je vais couper, je pense, prochainement. Je voulais jouer les Island Reversal, etc. Mais bon, apparemment, le marché, on a décidé autrement.
Donc voilà, je me suis planté, c'est simple à dire, hein. Bon, BP, j'ai fait le con. Enfin, j'ai une entrée dégueulasse sur BP, c'est un scandale. C'est un scandale où je suis rentré. Euh, Siemens, j'attends encore un petit peu, mais bon, apparemment l'Islandia est invalidé aussi. Voilà.